Bien, merci mesdames, messieurs d'avoir accepté de venir à cette audition publique avec présence de la presse. Je salue mes collègues Jean-Yves Lodéo et Christian Bataille. Nous sommes heureux donc de vous accueillir ici au nom de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, souvent désigné sous l'acronyme de OPE-CST, pour cette audition organisée dans le cadre de l'évaluation du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, plus connu sous l'autre acronyme de PNG-MDR. L'Office parlementaire a été créé en 1983. C'est le seul organe commun à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et il a pour mission de permettre au Parlement d'évaluer en toute indépendance les enjeux stratégiques et sociaux, des avancées scientifiques et technologiques. Il réunit 18 députés et 18 sénateurs, assistés d'un conseil scientifique de 24 experts de réputation internationale. La troisième édition de ce PNGMDR, pour la période 2013-2015, a été transmise au Parlement en janvier dernier. Conformément à la loi de programme du 28 juin 2006, elle doit faire l'objet d'une évaluation par l'Office parlementaire et celle-ci sera réalisée en toute transparence au travers d'au moins 2 auditions publiques. Cette première audition comprend 2 tables rondes. La première sera consacrée au fonctionnement du groupe de travail pluraliste du PNGMDR, animé par l'autorité de sûreté nucléaire et la Direction générale de l'énergie et du climat, auquel participent notamment l'ANDRA, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, les grands producteurs de déchets, Areva, le CEA, et aux énergies alternatives, EDF, ainsi que plusieurs associations de défense de l'environnement. Compte tenu de la durée réduite à une demi-journée de cette première audition, seule une petite partie des participants au groupe de travail pourra aujourd'hui exprimer son point de vue. Mais nous prendrons, le cas échéant, en compte d'éventuelles contributions écrites qui pourraient nous être adressées par les autres participants au groupe de travail. La deuxième table ronde sera consacrée au projet de centre de stockage des déchets de haute et moyenne activité et à vie longue, dit projet CIGEO. Le stockage géologique profond est l'un des 3 axes de recherche sur la gestion des déchets définis par un rapport de l'Office à la fin des années 90, puis repris dans la loi du 30 décembre 1991, dont le rapporteur, Christian Bataille, vice-président de notre Office, est aujourd'hui parmi nous. Il présidera la deuxième table ronde. C'est l'une des caractéristiques importantes de notre Office que d'assurer ainsi un suivi de long terme des sujets qu'il traite. Cette table ronde s'avérera d'autant plus intéressante que le projet CIGEO se trouve à une étape essentielle de son développement, puisque, conformément à la loi du 28 juin 2006, dont Christian Bataille et mon prédécesseur à la présidence de l'Office, Claude Biraud, étaient les rapporteurs pour l'Assemblée nationale et Henri Revol et moi-même, votre serviteur, au Sénat. Et nous avions eu une consultation des citoyens au travers du débat public qui est en effet prévu au mois de mai prochain. Je vais à présent donner la parole à Jean-Yves Lodéo, premier vice-président de l'Office, et ensuite à Christian Bataille. Jean-Yves, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme cela est dit, avant de donner la parole à Christian Bataille, qui va évoquer les conclusions du rapport d'évaluation du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, je vais rappeler brièvement le contexte législatif dans lequel s'inscrit ce document et plus généralement la gestion des matières et déchets radioactifs, ainsi que la façon dont l'Office a contribué à sa mise en place. La prise de contact de l'Office avec la question de la gestion des déchets s'est faite, et Bruno Sido vient de dire que l'Office a été créé en 1983, s'est faite dans la fin des années 80. Le gouvernement j'ai été président la première fois de l'Office à cette date. Le gouvernement avait autorisé une campagne d'exploration pour rechercher une zone géologique propice au stockage en profondeur des déchets. Et Christian était également membre de l'Office et la population a réagi très vivement face à cette initiative dont elle se sentait tenue à l'écart. C'est dans 4 départements, dans l'Ain, dans l'Aisne, dans les Deux-Sèvres et dans le Maine-et-Loire.
le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, a mis fin à la campagne d'exploration, on a discuté avec nous et a laissé au Parlement le soin d'engager une concertation approfondie pour clarifier la situation. C'est ainsi que notre collègue Christian Bataille s'est trouvé investi de la tâche, au nom de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, de rendre en 1990 un rapport, c'était le premier rapport sur la stratégie de gestion des déchets radioactifs. Ce rapport a présenté un ensemble de dispositions pour remettre à plat la manière d'aborder ce dossier, qui était à l'époque, il faut le dire, dans une impasse. Ces dispositions ont formé ensuite la structure d'une première loi française sur la gestion des déchets, publiée le 30 septembre 1991, dite loi Bataille. Cette loi a fixé les lignes directrices de la recherche sur les déchets radioactifs. Elle est aussi à l'origine de la création de l'ANDRA, l'agence chargée de la gestion des déchets en France, et avec Henri Voilard qui avait été son premier directeur. Dans les années suivantes, l'Office a accordé une attention particulière au suivi des réalisations et des recherches en matière de déchets radioactifs. Au total, l'OPEST a produit, depuis 1990 jusqu'à ce jour, une trentaine de rapports sur les questions nucléaires, sur tous les thèmes des questions nucléaires, de la sûreté, la sécurité, la gestion des déchets et différents thèmes. J'ai moi-même, d'ailleurs, en 1992, publié un rapport consacré aux déchets très faiblement radioactifs, à une époque où une réglementation française peu claire, imprécise et parfois même incohérente avait conduit à de multiples affaires de décharge, et notamment dans l'Essonne, à Saint-Aubin, qui avaient ému la population. Mes principales recommandations portaient sur la clarification de la législation, la réhabilitation des anciens sites de stockage, une meilleure information de la population, le contrôle des sources radioactives utilisées dans l'industrie ou la médecine, c'était la première fois qu'on parlait des sources médicales, et l'étude sur les effets des faibles doses sur la santé humaine. Dans ces rapports, toutes ne sont pas... je voudrais juste, là encore, je fais un peu d'histoire, comme on a suivi cette période. Certains ont dit que les rapports allaient tous dans le même sens. Je ne crois pas que ce soit vrai, car en janvier 2000, un rapport de l'Office publié par Michel Rivasi proposait au pouvoir public d'étudier la faisabilité d'un plan national de gestion des déchets radioactifs. À l'inverse de ce qui est dit dans des publications aujourd'hui, ce rapport n'avait pas été refusé par l'Office, il avait été au contraire accepté, et donc je lis dans des publications qu'il a été refusé. Dans ce qui avait été demandé, c'est que on ait, comme pour tous les rapports, des discussions publiques et contradictoires. Et ce que nous avions eu. Et on n'avait pas eu avant, dans un premier temps, la première version s'était faite sans audition publique et contradictoire. On a demandé qu'elle soit faite. Et il avait été voté à l'unanimité, moins une voix. Donc je rétablis, par l'intermédiaire de cette réunion, une vérité qui, quelquefois, est un tout petit peu mise à mal dans des publications qui viennent longtemps après. En 2005, un 8e rapport de l'Office a été à l'origine de la 2e loi française concernant la gestion des déchets radioactifs, dont les rapporteurs étaient Claude Biraud et Christian Bataille, Claude Biraud qui était alors le président de l'Office. Cette loi, datée du 28 juin 2006, prévoit notamment que le gouvernement établit un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et le met à jour, et c'est la loi, tous les 3 ans. Ce plan doit être ensuite transmis au Parlement pour évaluation, qui ont saisi l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. En réalité, à la suite de la recommandation de l'OPES de créer un plan de gestion des déchets radioactifs, une concertation a été engagée dès 2003 sous l'égide du gouvernement avec les principaux acteurs de la gestion des déchets radioactifs et, je m'en félicite, y compris les associations, pour définir les objectifs de ce document et les conditions de sa réalisation. Aussi, une fois l'élaboration du plan institué par la loi de 2006, la première édition du plan concernant la période 2007-2009 a pu être élaborée rapidement par ce même groupe de travail pluraliste sous l'égide du gouvernement, de l'autorité de sûreté nucléaire française. Christian Bataille et Claude Biraud ont publié le 6 mars 2007 le rapport d'évaluation de ce premier plan. Je vais laisser à présent la parole, après notre président, à Christian Bataille, qui va revenir sur les conclusions du rapport d'évaluation du 2e plan national de gestion des matières et déchets radioactifs pour la période 2010-2012, intitulé « Déchets nucléaires, se méfier du paradoxe de la tranquillité », qu'il avait publié en janvier 2011 avec Claude Biraud. Ce sera ensuite au tour de M. Laurent Michel, directeur général de l'énergie et du climat, et de Pierre-Franck Chevet, président actuel
de l'Autorité de sûreté nucléaire de nous présenter ce dernier plan pour la période 2013-2015. Christian, tu as la parole. Merci Jean-Yves. Mesdames et messieurs, je veux tout d'abord remercier Jean-Yves Le Déaut pour ce rappel sur la contribution de l'Office à l'élaboration du cadre législatif de la gestion des matières et déchets radioactifs et du PNG-MDR. Je vais revenir, comme il vient de l'annoncer, au rapport d'évaluation du précédent plan que nous avons publié avec Claude Biraud, le 19 janvier 2011, Claude Biraud avec lequel j'ai co-signé de nombreux rapports et auxquels j'adresse mes pensées. La préparation de ce rapport d'évaluation a constitué un parfait exemple des manières de travailler de l'Office, puisqu'il a été réalisé sur la base d'une consultation très large. Celle-ci a consisté d'une part en l'audition dans les locaux de l'Office d'une trentaine de participants au groupe de travail, et d'autre part en la rencontre sur le terrain, en France comme à l'étranger, d'une quarantaine de personnes impliquées au quotidien dans la gestion des déchets et matières nucléaires. À la sortie de cette évaluation, nous avons estimé que le PNG-MDR 2010-2012 répondait de façon satisfaisante aux objectifs fixés dans la loi de 2006, que le bilan de la mise en œuvre du dispositif de gestion des déchets nucléaires en France était plutôt encourageant et que les institutions prévues dans le groupe de travail à l'origine du plan fonctionnaient correctement. Malgré ce bilan positif, nous avons émis un certain nombre de recommandations. Je me limiterai à évoquer celles relatives aux deux sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. D'une part, le plan et sa démarche d'élaboration, et d'autre part, l'avancement du stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue. D'abord, sur le contenu du PMG-MDR 2010-2012. Nous avons noté l'effort réalisé pour couvrir des types de déchets peu ou pas pris en compte dans l'édition précédente. Par exemple, des résidus miniers, ou encore ce qu'on appelle la radioactivité naturelle renforcée. Malgré tout, nous avons jugé que d'autres progrès dans cette direction restaient possibles, car certains aspects étaient peu ou pas traités. Par exemple, le plan 2010-2012 ne prévoyait pas de façon assez complète toutes les options stratégiques d'évolution de la filière nucléaire pouvant être retenues à la suite d'un nouveau choix politique de la nation. Nous avons donc demandé que cela soit pris en compte dans le plan 2013-2015 qui nous préoccupe. Le débat en cours sur la transition énergétique démontre l'utilité de cette recommandation. De la même façon, nous avons demandé que le plan comporte un descriptif des enjeux financiers de la gestion des matières et déchets radioactifs, notamment du point de vue des ordres de grandeur, avec des indications sur les coûts et les mécanismes de financement. Cette recommandation était déjà présente dans notre rapport d'évaluation du premier PNG-MDR, mais n'avait pas été suivie d'effet. Pourtant, nous avons constaté que dans d'autres pays comme l'Espagne, ces informations étaient intégrées dès l'origine dans le plan de gestion des déchets radioactifs. Nous avons aussi compris, à l'occasion des multiples auditions réalisées, que le PNG-MDR avait dépassé les objectifs institutionnels assignés par la loi de 2006. Il est devenu, et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui, pour les associations et le public, en quelque sorte une référence sur la gestion des matières et déchets radioactifs. Ils s'attendent donc à y trouver toutes les informations sur ces matières et déchets, mais sous une forme intelligible pour tout un chacun. C'est sur cette nouvelle ambition que portaient nos autres recommandations, le plan devant répondre au-delà de la loi aux attentes du citoyen. En effet, malgré tous les progrès accomplis depuis sa première édition, le PNG-MDR restait avant tout destiné aux spécialistes du domaine. Plusieurs de nos interlocuteurs nous avaient d'ailleurs avoué qu'eux-mêmes, alors qu'ils baignent dans ces sujets, ne comprenaient pas tout.
Nous avons donc fait plusieurs recommandations visant à transformer le plan en un document lisible pour tout un chacun, qui permette une lecture à plusieurs niveaux, suivant le détail que les lecteurs veulent avoir sur le sujet qui les intéresse. Mais la qualité du plan est aussi le résultat de son processus d'élaboration. Nous avons observé que le groupe de travail pluraliste qui participe à l'élaboration du plan fonctionnait de façon plutôt satisfaisante. Ce groupe de travail est d'ailleurs précurseur, puisqu'il a été le premier lieu de concertation entre les acteurs de la filière nucléaire française, avec cet objectif de parvenir à une vision commune de la gestion des matières et déchets radioactifs. L'un de ses grands succès a été d'associer dès le départ les associations, conformément à la volonté du précédent président de l'autorité de sûreté nucléaire française, M. André-Claude Lacoste. De nouvelles associations ont d'ailleurs rejoint le groupe de travail, certaines y sont revenues, ce qui est un bon signe. C'est cette participation des associations qui a transformé ce document au départ interne à la filière nucléaire en un document de référence aux yeux du public. Or, plusieurs associations nous avaient fait part, à l'occasion des auditions, des difficultés qu'elles avaient rencontrées dans le fonctionnement du groupe de travail. Certaines d'entre elles nous ont semblé assez simples à résoudre. Éviter que certaines délégations en surnombre déséquilibrent le groupe de travail, ou encore diffuser les documents de travail assez tôt avant les réunions. Nous avons aussi estimé que si la recherche du consensus est indispensable dans certains cas, il faut acter des désaccords. Cela n'empêche pas le gouvernement de prendre ses responsabilités, mais en ce cas, les positions des uns et des autres doivent être explicitées dans le document final. Après avoir parlé de ce qui nous était apparu satisfaisant, je vais évoquer nos recommandations sur le stockage des déchets de haute et moyenne activité à Villongue. En ce qui concerne ce projet stratégique de centre de stockage dont l'ouverture est prévue en 2025, nous avons constaté avec satisfaction que les délais fixés par la loi étaient tenus grâce à l'action efficace de l'Agence nationale en charge de la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. Malheureusement, nos auditions ont également fait apparaître que des tensions existaient entre l'ANDRA et les industriels producteurs de déchets. Ces tensions faisaient suite à l'annonce par l'ANDRA d'une estimation du coût du futur stockage nettement plus élevé que la précédente. Elles avaient conduit les industriels à proposer des solutions techniques alternatives dont l'impact sur la sécurité restait totalement à évaluer. J'ai donc été amené à rappeler que cette démarche des industriels contredisait la loi qui confie à l'ANDRA la mission de concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion des centres de stockage de déchets radioactifs ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires. La perspective d'une prise en charge par les producteurs de la gestion de leurs déchets radioactifs est d'ailleurs inacceptable, non seulement sur le plan légal, mais aussi sur le plan éthique. Je peux comprendre la crainte des producteurs de déchets face à un risque d'inflation excessive des coûts, mais je leur ai néanmoins rappelé que ces discussions de concertation devaient se dérouler dans le cadre institutionnel défini par la loi. En fait, avec Claude Biraud, nous avons été conduits, à l'occasion de notre rapport d'évaluation PNG-MDR, à adresser aux producteurs de déchets un véritable rappel à la loi. Nous avons également demandé à cette occasion au gouvernement de veiller sans délai à l'installation effective de la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui avait été prévue dans un délai d'au plus de 2 ans par la loi du 28 juin 2006. Ce rappel, qui n'était pas le premier, a été suivi des faits, puisque cette commission s'est finalement réunie, avec retard, mais quand même pour la première fois, en juin 2011. L'audition d'aujourd'hui sera, j'en suis certain, l'occasion de dégager de nouvelles pistes d'amélioration du plan de gestion des matières et déchets radioactifs,
dans son contenu comme dans sa présentation, ainsi que du fonctionnement du groupe de travail pluraliste qui est à l'origine. Avant de conclure, je vous demande d'excuser mon absence momentanée. Je vais participer à d'autres auditions dans le même bâtiment, mais je reviendrai tout à l'heure pour présider la table ronde numéro 2. Je conclus. Il constitue une opportunité de plus de 2 ans après la publication du rapport d'évaluation du PNG-MDR de mesurer les progrès réalisés, mais aussi sur le PNG-MDR lui-même et le fonctionnement de son groupe de travail sur la gestion des déchets de haute et moyenne activité à Villons. Je vous remercie. Merci, M. Bataille. Merci, chers collègues. Je vais donner maintenant, sans plus tarder, la parole à M. Laurent Michel, qui est directeur général de l'énergie et du climat au ministère, et à Pierre-Franck Chevet. Alors, dans l'ordre qui commence. D'accord. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, quelques mots en introduction et en complémentarité avec le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. D'abord, quel mot de rappel sur le concept, les objectifs du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et un premier approfondissement sur des points forts de ce plan-ci, avant de passer la parole à Pierre-Franck Chevet. Donc le contexte et les objectifs de ce plan sont connus, fixés par la loi du 28 juin 2006, désormais codifiée, un plan à mettre à jour tous les 3 ans. Il n'est pas inutile de rappeler une nouveauté du contexte européen, puisque la directive du 19 juillet 2011, qui établit un cadre communautaire pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, prévoit qu'un tel plan doit être établi par les États. Donc le concept national se trouve en conformité, voire avance de phase avec la directive. Donc nous sommes donc là aujourd'hui à la remise qui vous a été faite fin de l'année par transmission du gouvernement à l'office parlementaire du 3e plan triennal, qui donc poursuit étant les actions engagées dans les 2 précédentes éditions. Donc, en rappelant les objectifs du plan, on constate bien que c'est un outil essentiel de pilotage de la gestion des matières et déchets radioactifs. Ce n'est pas qu'un outil de planification à très long terme, c'est un outil de suivi des actions décidées. Et le caractère triennal y contribue largement. Donc, le plan doit dresser le bilan des modes de gestion existants des matières et déchets radioactifs, bilan des modes existants, mais aussi leurs possibilités d'amélioration. Il doit recenser les besoins prévisibles d'installation d'entreposage ou stockage, y compris avec leurs capacités nécessaires, et il doit déterminer les objectifs à atteindre pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif. Ce plan il a vocation à couvrir de manière la plus exhaustive possible la gestion des matières et déchets radioactifs, quelle que soit leur nature et origine. Alors, ce plan, conformément à la loi codifiée désormais, s'appuie sur des principes de hiérarchie dans la gestion des matières et déchets, la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs, d'une part. Ensuite, l'entreposage dans des installations spécialement aménagées à cet effet des matières radioactives en attente de traitement ou des déchets radioactifs ultimes. Et enfin, la loi, rappelons-le, a donc fixé que pour les déchets ultimes qui, pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection, ne peuvent être stockés en surface ou en faible profondeur, il doit y avoir à terme, on y reviendra je pense largement, un stockage géologique en couche profonde. Redire aussi dans le concept que, comme vous l'avez les uns et les autres plusieurs fois souligné, le plan est un élément qui doit être fort en termes de transparence. Il est élaboré, ce sera l'objet d'après la table ronde, au sein d'un groupe de travail pluraliste. Il est évidemment, ainsi que sa synthèse, rendue publique. Et un des éléments importants, c'est l'inventaire des matières et déchets radioactifs, qui est une des bases de l'élaboration de ce plan, lui aussi, et a vocation à être rendu public. Et à la fois en termes de transparence et d'évaluation, il y a la transmission au Parlement et l'évaluation par l'office parlementaire. Ce plan aussi se traduit par des prescriptions, comme pour le précédent, un décret
est en cours d'élaboration, devoir traduire les prescriptions. Il sera d'ici 1 mois ou 2 mis en consultation auprès du public, fera l'objet d'un avis de l'autorité de sûreté nucléaire avant la signature par le gouvernement. En quelques mots, deux approfondissements sur des points importants de ce plan avant de céder la parole à Pierre-Franck Chauvet qui en présentera de son point de vue d'autres ou en complément. Donc, en poursuite des actions engagées dans le plan précédent, le plan insiste sur la nécessité de développer des schémas industriels globaux de gestion et en particulier pour d'avancer, la demande d'avancer sur les modes de gestion des déchets à haute activité et moyenne activité à vie longue. Et nous sommes dans le calendrier conforme à celui fixé dans les lois. Donc, il demande de poursuivre les études et recherches sur ces déchets, notamment celles sur le stockage en couche géologique profonde. Comme vous le savez, ce stockage appelé CIGEO entre sur 2013-2015 dans une nouvelle phase avec un débat public qui va être lancé, la Commission nationale du débat public ayant accepté récemment le dossier. Et conformément à la loi, le plan demande la poursuite des travaux pour arriver à un dépôt de demande d'autorisation de création en 2015. Évidemment, CIGEO fait l'objet en particulier des débats de votre deuxième table ronde. Néanmoins, ou en complément, pas néanmoins, des éléments complémentaires d'études sont nécessaires. Le plan demande la poursuite des études sur le conditionnement des déchets dits MAVL pour respecter un objectif de 2030 qui est lui aussi fixé dans la loi pour le conditionnement des déchets produits avant 2015. Alors, l'ANDRA avait par ailleurs une mission d'évaluation des besoins en installation d'entreposage. Elle a remis son rapport à l'État fin 2012, un rapport sur l'étude et recherche sur l'entreposage qui était demandé par le plan précédent. La ministre, Madame Batho, a demandé à l'ANDRA que le rapport, une fois mis en forme pour être lisible sur Internet, mais sans rien changer au fond, soit mis en ligne. Autre axe de recherche sur les déchets à activité vie longue qui était aussi évoqué dans les orientations précédentes, tant dans la loi que dans les plans, les études et recherches du CEA sur la séparation, transmutation des éléments radioactifs à vie longue et sur le développement des réacteurs nucléaires de nouvelle génération. Là aussi, ces études seront prochainement rendues publiques, études qui identifient à la fois les voies de progrès potentielles que pourraient représenter ces technologies en termes de diminution des emprises nécessaires au stockage de déchets qui auraient pu faire l'objet de ces actions, voire les perspectives d'utilisation dans d'éventuels réacteurs à neutrons rapides dans le futur, études qui, à ce jour, ne conduisent pas à remettre en cause, bien au contraire, la nécessité d'un stockage géologique profond. J'en finis sur les hautes activités, moyennes activités, vie longue pour indiquer que le plan aussi demande de poursuivre les travaux sur les déchets faible activité vie longue en demandant d'améliorer les scénarios de gestion, études sur le tri par exemple, ou sur la caractérisation et le traitement d'un certain nombre de déchets, dont ceux de graphite et d'enrobés bitumineux, ainsi que des études de faisabilité relatives aux options de stockage déjà produites, déjà en place sur Comurex Malvésie. Par ailleurs, l'ANDRA a remis à l'État fin 2012 un rapport sur les déchets FAVL et sur les perspectives de stockage avec plusieurs options en couche intacte ou en couche géologique remaniée. Ce rapport sera aussi rendu public, mis en ligne par l'ANDRA. Voilà en quelques mots le recadrage, mais beaucoup ici le connaissent, le contexte et objectif du plan et du point de vue des administrations gouvernementales, un zoom sur deux sujets importants, à haute activité vie longue et faible activité. Je donne tout de suite la parole au président de l'autorité de sûreté nucléaire, si vous le permettez. Merci Laurent. Laurent Michel a plutôt focalisé son propos sur les nouveaux modes de gestion, ceux qu'on vient de développer. Le rapport également insiste sur l'optimisation, l'amélioration des modes de gestion existants.
il y a 3 axes que l'on peut mettre en avant. Premier axe, au titre de l'optimisation, le rapport rappelle qu'il convient de travailler sur le tri et la caractérisation des déchets, de l'ensemble des déchets. C'est un principe d'ailleurs général en matière d'environnement que d'essayer d'optimiser le tri des déchets pour optimiser l'utilisation des installations de stockage ou d'entreposage qui en sont les destinataires. C'est d'autant plus nécessaire, notamment concernant les TFA, qu'avec l'approche du développement des opérations de démantèlement et d'assainissement, les volumes qui vont être amenés à rentrer, notamment dans les centres de stockage de TFA, sont importants, plus importants qu'initialement prévu, et donc de la nécessité d'optimiser l'utilisation du CSA est réellement mise en avant par le plan. La question de la valorisation également, notamment des ferrailles et gravats, est posée par le plan. Que peut-on en faire de manière optimale, sans banaliser non plus ces matières, est un point extrêmement important. Globalement, sur le centre de stockage TFA, il devrait être saturé à peu près une dizaine d'années avant ce qui était prévu. Il était prévu qu'il soit saturé en 2033, et du fait de l'intervention de ces opérations de démantèlement et d'assainissement plutôt à la hausse, on va vers une saturation plutôt à l'horizon 2025, d'où l'impérative nécessité de travailler dès maintenant à la fois à l'optimisation puis à la recherche éventuellement de voies alternatives sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un des points majeurs du PNG-MDR sur les filières existantes. Deuxième point, et on y revient, vous l'avez cité en introduction, la question du traitement, les résidus de traitement miniers. Là aussi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Le rapport préconise la poursuite des études afin de déboucher évidemment sur des actions concrètes le plus rapidement possible. Il y a plusieurs thèmes qui sont mis en avant. Tenue à long terme des digues, risque d'exposition des populations, traitement des eaux. Donc le rapport fait un point assez précis sur l'ensemble de ces sujets. Et puis il y a la question de la réutilisation de ces stériles miniers, là aussi, qui est détaillée par la possible réutilisation, qui est détaillée par le rapport. Troisième point, qui est peut-être un point un peu plus nouveau, c'est le développement de modes de gestion pour les déchets issus des petits producteurs hors électronucléaire. C'est un point important qui a été longuement discuté dans le groupe de travail. Ça concerne notamment tous les producteurs de déchets triciers liquides et gazeux, notamment dans les installations de recherche, universitaire, recherche, où là, il est préconisé de s'atteler à la création d'une filière optimisée. Ça renvoie aussi à la question de la gestion, d'un mode de gestion optimisé des sources scellées usagées, qui est aussi un thème important. Cette question-là, en termes compte tenu des sujets traités, qui est plutôt un élargissement de la problématique, renvoie aussi à la question de la composition même du groupe de travail, on en parlera, mais sur lequel il faut réfléchir justement à adapter la composition au sujet traité. Mon dernier propos revient sur les recommandations qu'a fait l'OPEX en termes même de contenu du PNG-MDR. Vous aviez parlé notamment de le rendre plus lisible, j'ai bien entendu. C'est vrai que c'est un document qui est assez touffu, complet, mais du coup touffu et complexe. On a essayé de travailler sur la structure, améliorer sa structure pour la rendre plus lisible avec un rappel des principes et objectifs, et puis un travail ensuite en 2 temps. 1, parler des filières nouvelles à développer, et 2, parler des filières existantes, comme on vient de le faire dans l'exposé que Laurent et moi-même venons de faire des principales orientations. Donc, travail sur la structure. Deuxième travail sur la forme même. Vous le verrez, chacun des chapitres contient un encart qui est un résumé, je l'espère plus lisible, en tout cas plus compact, des principales conclusions du rapport. Donc le rapport est ainsi constitué. La synthèse, d'ailleurs, sera constituée à partir de la mise en successive en forme de ces encarts-là. On fera un copier-coller, ce qui assurera d'ailleurs la fidélité et la cohérence entre les 2 documents. Donc ça, c'est un point d'amélioration. Donc nous avons essayé de suivre vos recommandations. Par ailleurs, vous le verrez chaque fois dans le rapport, pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur ces sujets, encore une fois, qui sont compliqués, à chaque fois, on a mis un certain nombre de liens, de références, liens Internet, de manière à renvoyer sur les études plus précises sur chacun des sujets. Point extrêmement important dans les recommandations que vous avez faites, qui était de tenir compte des grandes options, notamment de politique énergétique, dans le rapport.
c'est ce que nous avons fait, notamment collectivement, notamment sont étudiés l'impact sur la gestion des déchets de 2 scénarios volontairement très contrastés d'évolution de la filière nucléaire, des options hautes et des options basses. Et à chaque fois, on s'attache à voir quelles sont les conséquences sur les inventaires de déchets et les différentes filières de gestion des déchets. C'est un point extrêmement important. Ça sera aussi un des points qui fera certainement l'objet des débats au moment du débat sur CIGEO. Au titre de l'étude des options, il y avait aussi un autre point qui avait été mis en évidence dans le précédent PNG-MDR, qui était le fait que, suivant qu'on est matière ou déchet, on n'a pas nécessairement le même traitement, et que du coup, il fallait s'attacher à regarder les cas où certaines matières pouvaient être requalifiées ultérieurement en déchets, et de voir les conséquences en termes de filière de gestion. Donc là aussi, le rapport s'est attaché à traiter de cette question extrêmement importante. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a un certain nombre d'options qui sont étudiées sur les différentes possibilités de transmutation. Et à chaque fois, le rapport essaye de voir quelles sont les conséquences pratiques sur le schéma global de gestion des déchets. Un des points, vous avez parlé de consensus, mais aussi d'éventuels dissensus. On s'est attaché à les mettre en évidence, les dissensus notamment. Vous en avez un exemple, pages 22 et 23 du rapport complet. Nous avons eu des débats sur faut-il, oui ou non, inclure dans ce rapport les rejets radioactifs, liquides ou gazeux. Je crois qu'il y a eu des débats, je n'y ai pas assisté directement, mais c'est ce qui m'a été rapporté. Et donc là, le parti qui a été retenu, c'est d'avoir un encart où ceux qui étaient pour l'inclusion de ce sujet-là dans le rapport expliquaient leur position, et ceux qui étaient contre, en particulier la SNL et la DGC, expliquaient à côté, dans un autre encart, pourquoi ils étaient contre. Ça donne, je pense, une bonne trace de nos discussions. Encore une fois, vous en avez un exemple, pages 22 et 23 du présent rapport. Vous avez également parlé... Alors, il y avait la question des enjeux financiers également qui avait été évoquée. Donc le plan présente une description de ces enjeux avec des indications sur les coûts et sur les mécanismes de financement. Vous avez parlé d'indicateurs. Donc on a essayé, en liaison avec ce que je disais, notamment sur la saturation plus rapide que prévu, par exemple, du centre de stockage des TFA, d'avoir des indicateurs de taux de remplissage des centres, taux à l'instant T et puis taux prévisionnel. La directive également, qui a été citée, la directive du 19 juillet 2011, a apporté 2 enrichissements au plan, notamment sur les questions de fonctionnement des installations, de suivi des installations après leur fermeture, notamment des installations de stockage, avec 2 choses. Quels sont les dispositifs de surveillance long terme que l'on met après fin d'opération des stockages, et deuxième chose, des précisions sur les dispositions retenues pour préserver la mémoire de l'installation à très long terme. Et puis dernier point, en termes d'amélioration du contenu de documents, on s'est attaché à tenir compte du retour d'expérience des événements survenus pendant le plan précédent. Alors, ce n'est pas réellement un événement, mais on a un autre groupe, le CODIRPA, qui étudie les situations post-accidentelles, et notamment à court, mais également à long terme. Assez rapidement, dans la gestion d'un accident, on s'aperçoit que la gestion des déchets, il suffit d'avoir en tête Fukushima pour se rendre compte que la question est une réelle question. Donc, il a été inclus dans ce plan, dans le présent plan, les grandes conclusions des travaux du CODIRPA concernant la gestion des déchets en situation post-accidentelle. Et le deuxième point, qui est là pour le coup effectivement lié à un événement particulier, c'est le retour d'expérience de l'accident survenu sur l'incinérateur de Centraco en 2011, et surtout le détail de son impact sur la filière de gestion des déchets incinérables. Donc voilà pour la présentation globale, certainement trop rapide, des enrichissements, des principaux points du PNG-MDR et des enrichissements, je dirais, de forme et de contenu que nous avons apportés dans la présente édition. Merci. Eh bien, écoutez, merci pour cette présentation. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le président.